you can also find opportunities along this entire journey. So, what else has changed aside from us learning all these hard lessons? Number one is the environment's kind of changing. Um, Michael Carew from the Nova Institute talked about the Renewable Carbon Initiative, and that's actually a big focus. There's been a lot more renewed interests in renewable carbon, whether that's biomass, recycled plastic, or CO2. And that's really kind of almost creating a renaissance moment for the topic at hand. Number two, policies are still not really there, but in the next 5 to 10 years, we do expect to see more specific policies related to bio-based materials and chemicals where things go a little bit further than, hey, it'd be nice to have bio-based content to, hey, you must have bio-based content. And lastly is investment is actually getting more patient. Both government money, which obviously is notorious for being willing to invest in things that don't work for another 30 years, but even the private sector has gotten a little bit more appetite in terms of taking long-term bets and going along for the journey. And again, that really comes back to the fact that they're going to be there every step of the way. So to close out and making good time, one, I think there's still a lot more that startups can do in the bio-based economy. New production routes, new materials, new chemicals, these are all sort of at your disposal within the realm of the bio-based space. There is a lot more advancements happening in the space of things like synthetic biology, as well as the hype and capabilities that AI has provided. It has made synthetic biology a lot more robust and even more powerful than it was before. Number two, near-term wins will always outweigh big long-term wins. As a startup in this space, in the bioeconomy space, driving profitability and revenue generation is far more important than reaching scale. So those have been successful, have been the ones who have been able to find that near-term win. Even if it's a small amount of money, it's more critical than you would ever think compared to the past. And last but not least, for the corporates in the room or for those who want to work with corporates, get them involved early. They have a lot of insight, they have a lot of direction, they have strategic guidance from their executive team on what direction to go in terms of innovation. So if you have an idea, figure out if there is an actual industry need early before trying to push for commercialization. With that, I will like to end this and really set the stage for the stars of the show, which will be the 3 startups that will be presenting on their unique and innovative technologies. Thank you so much, and if there's time for questions, I'll take some. Question? Oh. Thank you. Okay, really interesting what you said about the startups context, and I think that I would like to know what do you think that is the most important strategic view of a startup to be successful in the chemical sector, especially because you mentioned that sector, to transform bio-based biomass into products. What do you think that lacks most in this kind of startups? I'll answer that in 2 ways. In terms of what a startup is doing, I think the most important path will be ease of integration into the chemicals industry. Anything that a startup's developing, whether the final product or the technology process itself, the closer it is or the more identical it is to existing incumbent chemical processes and expertise, the easier it will be to adopt. That's been a challenge we've seen in the past where very advanced biological processes were invented to get to a certain molecule. And while it was interesting, a lot of the chemical industry said, we don't have that expertise in-house. We don't know how to integrate this into our units. We don't know how to bring that in now. So that was a roadblock that I would say could have been avoided. But again, I think anything that's gonna
make the chemical industry comfortable. They're sensitive, you know, at the end of the day. They like to keep things the way it is. So anything that can integrate would be key. In terms of a startup itself, I didn't provide that data today because we only had 20 minutes to go over everything, but we actually analyzed 1,500 startups we've interviewed over a 7-year period and looked at sort of how we scored and assessed them to figure out if there was any really clear factor of why a startup was successful. And the most prominent one was management team. Not the technology, surprisingly, but a startup where we felt extremely strong about their management team were 3.5 times more likely to be successful than a startup where we had some doubts or saw some gaps in their management team. Now, what does that mean? Technical expertise is obviously one, but I think a lot of the areas that we look for are management teams that have the right industry experience and connection, right? It's one thing to come up with the idea, but it's one thing to also come up with the idea from the view of the industry itself. So that was kind of one of the key things we saw there. And a lot of startups who brought in new executives from the chemicals industry throughout their lifetime were able to kind of get over that hump. Thank you. Oui, c'est bon. Merci pour cette présentation. Donc, je vais passer à la prochaine. Est-ce que... Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Louis Thiers, je dirige la société Bio2Value, une société de conseil dans la bioéconomie. Et donc, je vais vous présenter un peu les fondamentaux et quelques perspectives sur la chimie biosourcée. Donc, vous allez retrouver des messages très similaires à la présentation précédente. Bon, c'est ce qui est plutôt rassurant au final, hein, qu'il y ait une vision comme ça qui émerge sur la chimie biosourcée. C'est quel bouton ? Donc voilà, moi ce que je vais accompagner des acteurs de la bioéconomie dans la connaissance de leur marché, dans leur stratégie d'accès au marché, dans la compréhension de leur environnement technologique. J'interviens également sur des études d'approvisionnement en biomasse, donc dans les secteurs de la chimie biosourcée, des bioénergies, des matériaux et également de l'agtech et de la foodtech. Donc voilà, j'ai créé cette société de conseil fort d'une expérience de 10 ans à travers des fonctions de direction. Je passe un peu la pub. Et donc voilà, voilà la présentation que je vais vous faire, elle est issue d'enseignements de différents travaux. Un premier travail qui a été réalisé en 2014, hein, qui est déjà un peu ancien, mais qui était un état de l'art complet sur 52 intermédiaires chimiques biosourcés avec une analyse complète des procédés, des marchés, des biomasses utilisées. Donc voilà, c'est une étude qui a été commercialisée auprès de plus de 50 acteurs, hein, de leaders mondiaux de l'agro-industrie et de la chimie. Et puis c'est quelque chose qui a été actualisé à travers des prestations d'accompagnement de grands groupes qui voulaient comprendre cet univers de la chimie biosourcée pour pouvoir anticiper, mettre en place leur stratégie. Donc voilà, pour connaître un peu quelles étaient les molécules qui allaient sortir dans les prochaines années. Donc on parle d'acteurs comme L'Oréal, hein, qui a des ambitions très fortes sur la chimie biosourcée, qui envisage d'être à 100% de produits biosourcés d'ici 2035, d'acteurs comme Valeo, Michelin ou Afiren, qui est une start-up dans la chimie biosourcée. Donc rappeler un peu l'enjeu, on l'a déjà dit, hein, c'est ce matin, hein, évidemment la chimie organique, ça n'a pas de sens de dire qu'on va la décarboner, puisque c'est la chimie du carbone. On parle plutôt de défossilisation.
hein, et voilà, la chimie, ça représente 15% environ d'un baril de pétrole, hein. Donc en fait, on va utiliser les fractions légères d'un baril pour faire de la chimie. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de remplacer, de trouver une alternative à 500 millions de tonnes par an de carbone fossile. Donc la chimie biosourcée, c'est quoi? C'est tout ça. Donc cette slide, elle n'est pas faite, elle n'est pas vraiment lisible, mais c'est un peu fait exprès. C'est pour vous montrer que voilà, qu'il y a une multiple possibilités. On peut utiliser de l'amidon, des sucres, de la lignine, des huiles et différents procédés, à la fois de la fermentation, de la chimie catalytique, de la thermochimie. Et donc il y a vraiment de très très nombreuses possibilités en chimie biosourcée. On peut faire beaucoup de choses. Heureusement, certains nous ont aidés, hein, et c'est un peu une date clé, on va dire, dans la chimie biosourcée. C'est une étude qui est sortie en 2004, hein, il y a plus de 20 ans maintenant, et qui est une étude qui a été réalisée par le Department of Energy donc, des États-Unis, et qui a été une réflexion sur 300 molécules biosourcées pour sélectionner quelles étaient celles à plus gros potentiel selon des critères technico-économiques. Et donc, voilà, par un système un peu d'entonnoir, ils sont passés de 300 à 12 intermédiaires. Donc ça a été vraiment tout à fait précurseur dans la chimie biosourcée. Et vous allez, voilà, et suite à cette première étude, il y a beaucoup de lancements de projets qui ont été amorcés. Donc là, c'est ce qu'on peut voir, hein. On va retrouver les mêmes molécules, hein, parce que cette étude elle a inspiré beaucoup de startups qui se sont lancées dans les projets. Et donc là, ce que vous voyez, c'est la mise en service des projets pilotes et démonstrateurs entre 2003 et 2014. Donc on voit quand même que c'est une dynamique très forte. Là, les molécules que j'ai mis dans le graphique, c'est à chaque fois la première fois qu'on a mis qu'on a produit au stade pilote ou démonstrateur cette molécule. Donc vous voyez que quasiment chaque année, il y a une nouvelle molécule, un projet sur une nouvelle molécule qui est mise en service jusqu'en 2014. Après 2014, on va retrouver une slide très proche de mon confrère. Après 2014, hein, ce qui se passe, hein, moi je me rappelle, hein, quand début 2014, quand j'avais réalisé cette étude, hein, on annonçait un baril à $200. Hein, donc là, on pouvait tout faire à partir de biomasse, hein, dans ce contexte-là. Et puis fin 2014, patatras, le baril est à $30. Donc évidemment, là, il y a beaucoup de projets qui se sont retrouvés ne pas être compétitifs, beaucoup de projets qui avaient besoin d'énormément de capitaux pour s'industrialiser. Et donc, ça a donné lieu à de très nombreuses faillites. Et au final, celles qui ont survécu de cette période-là, c'était celles qui étaient à des stades moins avancés et qui avaient peut-être moins besoin de capitaux. Et donc, face à ces faillites, c'est important d'avoir, alors ce graphique, il est pas si compliqué, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est vraiment important de prendre en compte la spécificité de la biomasse face à un hydrocarbure pour produire la bonne molécule. Et la spécificité de la biomasse, contrairement à un hydrocarbure qui est composé que d'hydrogène et de carbone, c'est qu'il va avoir d'autres atomes, d'autres fonctionnalités. Et donc là, ce graphique, donc en ordonnée, vous avez F pour fonction sur le nombre de carbone. Donc c'est plus il y a d'autres atomes que le carbone par rapport au nombre de carbone, plus l'indice va être élevé. Et puis le nombre de carbone dans les chaînes. Donc en fait, hein, si vous voulez être le moins exposé possible au prix du pétrole, eh ben, il faut se retrouver en haut à droite du graphique. Et au final, avec ce graphique-là, vous pouvez très rapidement évaluer la résilience d'une start-up par rapport à son choix de molécules, sa résilience face à une évolution du prix du pétrole. Donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est vraiment
S'il y a une chose à retenir de ma présentation par rapport à la précédente, c'est ce graphique-là. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête pour réussir dans la chimie biosourcée. Ce qui se passe après 2018 et 2019, donc tout n'est pas acheté, hein. Il y a eu quand même pas mal de beaux succès. Ce matin, on a eu une présentation du 1,3 propandiol. Aujourd'hui, il n'y a plus de 1,3 propandiol pétrosourcé qui est produit, hein. C'est uniquement à partir de biomasse. On peut parler aussi de l'épichlorhydrine, hein, qui est un composé de base des résines époxy, qui là aussi est produit à partir de glycérol. Le PLA aujourd'hui qui est également un beau succès. On peut parler aussi de molécules de spécialité comme les sophorolipides qui sont des tensioactifs doux qui sont aujourd'hui industrialisés. Voilà, c'est ce que disait aussi mon prédécesseur, c'est que les drivers n'ont pas arrêté de se renforcer, le besoin de réduire les émissions, de plus en plus de molécules qui sont interdites, où il y a des restrictions d'usage, et puis le besoin de nouvelles fonctionnalités. On a aussi un facteur technologique. Les sciences du vivant, elles connaissent une révolution très importante, hein. On peut parler d'outils comme CRISPR-Cas9. Aujourd'hui, il y a des progrès phénoménaux qui sont faits en termes de bioinformatique et d'outils, voilà, pour designer des molécules, hein. Un des récents prix Nobel, hein, c'est quelqu'un de Google qui a développé le logiciel AlphaFold, hein, qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, d'anticiper le repliement des protéines et donc de concevoir plus rapidement des enzymes qui vont être plus efficaces, plus stables. Donc ça, c'est encore des choses qui sont relativement récentes à l'échelle du développement des technologies, mais elles sont en train d'être travaillées, d'être mises en œuvre. Ça, c'est une véritable révolution qui est en cours. Puis il y a des sociétés, on l'a dit tout à l'heure, qui se sont repositionnées sur des marchés de spécialité, donc qui ont pu continuer à se développer. Des sociétés qui ont développé des procédés plus résilients, qui vont utiliser des intrants moins chers grâce à des consortiums bactériens comme Afiren. Et donc, petit à petit, la chimie biosourcée renaît un peu de cette crise, on va dire, qu'on peut situer entre 2014 et 2018. Donc voilà, ça donne quand même lieu à des nouveaux projets, des levées de fonds qui sont quand même très, très importantes. Un exemple qu'on n'a pas encore cité, c'est la société Solugen, hein, qui produit de l'acide glucarique, donc qui faisait partie des molécules d'intérêt du DOE en 2004 et qui, l'année dernière, a annoncé une nouvelle usine de 65 000 tonnes. D'autres projets sur d'autres intermédiaires qui montrent quand même que les grands groupes des Procter & Gamble s'intéressent à l'acide acrylique biosourcé. On en a parlé aussi des annonces sur du butandiol. On peut citer aussi les exemples de grands groupes qui investissent dans les startups et qui industrialisent des molécules. Et là, on a deux projets français. Un projet BioButterfly mené par Michelin sur du butadiène biosourcé, qui est un composant très important des pneus, hein. Ça peut constituer jusqu'à 20% d'un pneumatique. Et donc là, on est sur des échelles qui sont très importantes, parce que le minimum technique pour ce type d'usine, ça va être des capacités de 100 000 tonnes, et des projets sur le 5HMF, qui va permettre de trouver des alternatives au formaldéhyde. On a aussi une diversification des marchés. Alors ça peut être pris dans deux sens, parce que les investissements, on a de plus en plus de sociétés qui vont utiliser la biotech industrielle, plutôt s'orienter sur les ingrédients alimentaires. Donc ça, qui sortent un peu de la chimie biosourcée et des intermédiaires. Bon, c'est vrai que les ingrédients alimentaires sont généralement à plus haute valeur ajoutée, donc l'équation économique est peut-être plus facile à tenir. Mais ces sociétés, elles développent des process
qui pourront ensuite transférer vers la chimie, montrer qu'on peut produire des ingrédients et des molécules grâce à la fermentation et après faire des petits dans la chimie, pourquoi pas. Alors voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que, voilà, comme disait mon confrère, c'est que la situation, elle a quand même changé depuis la crise entre 2014 et 2018. Hein, on a des nouveaux outils techniques, j'en ai parlé, mais aussi des nouveaux outils financiers. En Europe, on peut parler du Circular Biobase Europe, qui est un partenariat public-privé entre un groupe d'industriels et la Commission européenne, qui permet de financer ce qu'on appelle les usines flagship, hein, donc de vraiment de passer cette barrière de la vallée de la mort qu'on a montré tout à l'heure et de financer une première usine. Et ça a permis à des projets d'émerger. Ah oui, on a aussi des nouvelles capacités aussi en Europe. Il y a beaucoup de plateformes de démonstration en fermentation qui se sont montées, qui sont disponibles pour les startups et qui ont engendré quand même pas mal d'expérience sur la montée en échelle des procédés et qui aujourd'hui peuvent accompagner les startups. En France, on a l'Institut Pivert, ARD, et il y en a aussi en Hollande, au Danemark, en Allemagne. Enfin, voilà, il y a aujourd'hui pas mal d'acteurs qui fournissent ce service dans l'ingénierie des procédés et qui ont des capacités pour faire la montée en échelle. On a des nouveaux projets qui se montent, des drivers marché qui sont toujours plus forts. Donc voilà, mais il y a aussi des nouveaux marchés qui émergent, peut-être plus intéressants que la chimie. Il y a tout le secteur du biocontrôle qui est beaucoup drivé par la réglementation, qui va attirer beaucoup d'investissements biotech. On a le secteur de l'alimentaire, j'en ai déjà parlé. Le recyclage, je sais que le recyclage enzymatique. Donc aujourd'hui, la biotech a élargi ses marchés et c'est parfois peut-être plus facile de réussir sur ces marchés où il y a un fort driver réglementaire. Je le dis, par exemple, dans le biocontrôle, où on a des interdictions de molécules, donc on n'a plus de compétiteurs. Et donc là, ça laisse quand même une place pour le marché, ce qui n'est pas forcément le cas en chimie. Aussi, une des problématiques en chimie aujourd'hui, c'est que la Chine investit massivement dans des capacités. Hein. Aujourd'hui, la Chine est en surcapacité de production sur la chimie, donc ce qui fait chuter les prix des molécules de chimie. Bon, c'est stratégie classique de la part de la Chine, hein, de casser le marché pour le récupérer. Donc voilà, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué d'être compétitif. Et puis on a aussi, dans le capital risque, hein, post-Covid, il y avait beaucoup d'argent, les taux d'intérêt étaient faibles, donc il y avait beaucoup d'argent à investir, donc c'était relativement facile de lever des fonds. Aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est toujours important quand on se lance en chimie biosourcée, de garder vraiment les messages clés d'un positionnement réussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir une molécule avec une richesse de fonctionnalités chimiques, produire de l'éthylène, alors qu'aujourd'hui il y a de l'éthylène à foison sur les marchés mondiaux, donc c'est une molécule très simple qu'on récupère juste en distilant vapocraquant le pétrole. Faire de l'éthylène à partir de biomasse, c'est pas forcément une super idée. Même s'il y a des projets d'éthylène biosourcé, mais voilà, il faut aller sur des molécules plus complexes. Là, on n'aura pas de compétition directe avec le pétrole. Il faut avoir un procédé résilient, capable d'être mis en échelle rapidement, si possible, qui peut travailler avec une biomasse peu coûteuse. Ça, il faut le prendre en compte dès le début du projet, parce que ça va avoir des contraintes en termes de procédés. Hein. On voit des startups qui font tout leur développement avec du sirop de glucose, et puis une fois qu'il faut industrialiser, il n'y a pas l'équation économique. Quand il faut switcher à une source de sucre moins raffinée, ça va engendrer pas mal de contraintes sur les procédés, sur la purification. Et puis choisir une molécule qui a un potentiel de marché
voilà, et notamment qui peut accéder à des marchés de spécialité où le biosourcé pourra se valoriser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. I saw in a graph the different materials that come from biobase, and I was wondering about the isocyanate. I want to ask you about this one. This one. In 2013, what does it mean in this graph? I mean, I see the isocyanate there. It was the first time the isocyanate comes from biobase. Yes, yeah. Okay. Isocyanate, yes. Yeah. Isocyanate. This one I think it was a project from Vancorex. It was a famous isocyanate producer. Yeah, I'm familiar because I'm Yeah. in this market. Yeah. Okay, this was the first time. I didn't know. Yes, it was a first time, but I think the project is no more in service now. Okay, what's the question? But yeah, I think it's important for you, of course, Yeah. to get. Yeah. J'ai une petite question sur ton dernier slide, ou avant-dernier slide, où tu parles qu'il faut que les industriels se basent sur une biomasse peu chère. En tant que représentant du monde agricole, ça nous fait un peu réagir. Qu'est-ce que tu entends par une biomasse peu chère ? Qui permettent à la molécule d'être compétitif. Hein. C'est sûr que faut pas croire que la chimie biosourcée elle répond à comme toute industrie et que ça pas forcément ça va pas permettre de générer plus de revenus pour les agriculteurs, mais ça va permettre de sécuriser des volumes. Et de toute façon, cette biomasse, elle est quand même rarement sourcée directement chez l'agriculteur parce que alors évidemment, on parle de projets à partir de biomasse lignocellulosique, mais là, il faut d'abord craquer la biomasse, récupérer la cellulose, hydrolyser la cellulose, etc. Donc ça, aujourd'hui, même s'il y en a qui continuent à travailler ça, il y a plus d'une quinzaine d'usines dans le monde qui ont été montées. Oui, ben moi je souscris à ça, mais l'agriculture, ça sera toujours comme dans l'alimentaire. Je vois pas pourquoi en chimie ça serait différent, c'est toujours un peu le parent pauvre de la chaîne de valeur. Hein. Aujourd'hui, au niveau du monde agricole, on n'a pas de biomasse qui ne soit pas valorisée. Donc tu n'auras jamais une biomasse qui puisse être appelée peu chère. La biomasse aura toujours une valeur. On voit même, tu as vu la paille, on en parlait ce matin, on est à 110 € tonne. On a très très peu de biomasse ou de coproduits qui aujourd'hui partiront du champ s'ils ne sont pas achetés au juste prix. Donc je trouve ça un petit peu compliqué de faire promettre à des industriels qui vont pouvoir avoir de la biomasse pas chère. Et on voit que les prix augmentent d'année en année. On a fait là un x3 sur certaines biomasses. Sur le miscanthus, aujourd'hui, par exemple, on est monté à 200 € tonne. Donc tu peux plus. On était à 90 € tonne il y a 4 ans. On a fait un x3 en 3-4 ans. Ouais, Donc ouais. la biomasse va être de plus en plus chère parce qu'on n'en aura pas assez et qu'aucun agriculteur n'acceptera d'extraire une biomasse et de ne pas faire retour au sol si ce n'est pas acheté à la juste valeur. Oui, mais de toute façon, je veux dire, il ne faut pas croire qu'un chimiste un jour va appeler un agriculteur pour se fournir. Enfin, là, la plupart des projets, ils commencent à partir de l'agro-industrie. Donc, quand je parle de biomasse pas chère, ça va être plutôt des résidus de cette agro-industrie. On peut parler, par exemple, des bouts d'amidon. Là, on va avoir un exemple sur les biodéchets, etc. Donc, où il y a aussi des gaz résiduels aujourd'hui qui sont utilisés en biotech. Là, on n'est plus dans le biosourcé, mais dans le monde, il y a plein de... Voilà, donc... Moi, je suis moi-même, je viens de la campagne, etc. Je connais plein d'agriculteurs, donc je suis soucieux du revenu des agriculteurs, mais
faire un lien direct entre chimie biosourcée et agriculteur, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui, quoi. Oui, À part si on parle vraiment des biomasses lignocellulosiques, mais là encore, c'est pas aujourd'hui, à mon avis. Tu ne seras pas en direct, je suis d'accord, mais si l'agriculteur ne vend pas déjà au premier transformateur à un prix, le premier transformateur répercutera forcément sur le chimiste la hausse de la matière première qu'il aura intégrée. C'est juste ça. Il faut regarder quand même la chaîne de valeur. Même si je suis d'accord, alors sur certains cas vraiment très spécifiques, ce sera peut-être en direct. Et encore, tu auras sûrement des centrales d'achat ou des façons de grouper, surtout sur la matière lignocellulosique, vu les tonnages qu'il leur faut. Ils ne vont pas s'amuser à contractualiser avec chaque agriculteur. Il faudra des entités spécifiques qui regrouperont les agriculteurs en association, en SIC, en coopérative. Ça, ce sera à eux de voir le modèle pour fournir les unités. Mais tu auras quand même un coût de la matière. Si la première étape, la matière est haute, ça m'étonnerait que derrière, ils la vendent moins cher, même si c'est pour des chimistes. C'est bien le souci qu'on a sur... qu'on peut avoir sur cette matière, c'est qu'elle a quand même un coût, et un coût à chaque transformation. Et que tu n'en as pas parlé, mais tu as aussi le côté où c'est une matière comparée au pétrole qui n'est pas réduite et qui est oxydée, et donc qui met un coût, supplémentaire après sur les... ça, c'est exactement le sens de ce graphique-là. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment une question un peu... Voilà, mais aujourd'hui, le message minimum, c'est qu'aujourd'hui, développer un procédé avec du sirop de glucose à 600-700 € la tonne, qui est un produit déjà très raffiné, etc., si vous faites de la fermentation avec un sucre raffiné comme ça, vous vous tirez un peu une balle dans le pied dès le départ, parce que certes, c'est facile, parce que c'est après, pour extraire la molécule, c'est déjà un intrant qui est déjà raffiné, donc faire la séparation entre une molécule et un sirop de glucose, c'est plutôt simple. Quand vous utilisez une mélasse de betterave, là, il y a plein de trucs dedans. Vous avez un bouillon dans votre fermenteur, ça complique le procédé de downstream processing. Donc voilà, c'est juste le message que je voulais donner. Mais c'est sûr qu'on ne fera pas la chimie biosourcée sans les agriculteurs, et qu'à un moment, il faudra un retour pour l'agriculteur. Merci pour la question. Merci. Je vais inviter les startups. Pablo, you can come. Je sais pas si... You're the first to present as a startup, or you can start with you if you want. On passe à la prochaine session. C'est Pablo. You take a picture. When I'm talking. You can. Donc, Andrés Mat, voilà, une société qui fait des polyuréthanes à partir de polyols biosourcés. Donc, Pablo va nous présenter sa société. Hello? Okay. Hello, my name is Pablo. I am the founder and CEO of Indresmat. Indresmat is a company, it's a startup that is redefining the thermal envelope materials of buildings with biopolyurethane. Our story is quite complicated. We started in Spain, I'm Spanish, in Barcelona. During the first years of our company, we started to look for support in the acceleration programs, funding programs, investor, whatever. It was almost impossible to start in Spain. So finally, we joined an incubation program in the Netherlands, which is a better country for this kind of things.
And during the first 2 years, we developed a first prototype of our first product. And we got some funding there. Afterwards, the European Commission supported us, and then in Spain, they gave us all that we need to start the company. So finally, nowadays, we are a company that we are producing a first product. We have a portfolio of developments for the thermal envelope. And now we are going back to the Netherlands because the market is more prominent for us in the Netherlands than in Spain. Okay. What I want to say with that is that we need some markets to be more mature in order to adopt all the bio-based solutions that we are developing. Inderismat has 3 innovation lines. The first one is we develop materials. We develop products to become more sustainable and to give special properties, advanced properties of the materials. The second innovation line is related to the product in terms of performance, in terms of durability, in terms of design. The third one is technology. We collaborate with engineering companies to create new manufacturing processes. Also, we are very active on the recycling technology. And I will show you now what is the common base of everything. We develop formulations. This is the most important know-how of our company because the polyurethane industry is an industry that is controlled by few huge chemical companies. These chemical companies, the polyurethane only represent a small part of their business. So they have been working for more than 60 years developing formulations and products for the polyurethane industry, and now the bio-based chemicals are totally different. So they have to start again with all this process. As you can imagine, for a large company, which business core are commodities, polyurethane are specialties. So these large chemical companies, they have a lot of money, but they don't have now the know-how they had with the fossil base. So for them, it's almost impossible to turn into bio-based. And this is why I started this business, okay? So with our formulations, we develop 60 to 75% bio-based materials, foams, that can be adapted to any application. High density and low density is the classification we give them, okay? The high density material can work as a structural, but also insulating parts. And the low density materials are the conventional ones that everybody knows, insulating foams. These are the 3 main pillars of our company, okay? Our products are focusing on a market to reduce the energy consumption, to reduce the direct carbon emissions for the use of fossil fuels. The second one is to increase the resource efficiency of the materials. That means that we can reduce the carbon footprint if we introduce the bio-based feedstock that is possible to do in polyurethane. The third one is related to the product design and to the use of the material at the end of life. We can reuse the material at the end of life in several different ways. Chemical recycling, mechanical recycling, and also an innovative process that we are developing that is called bitrimerization. Probably you've never heard this word, but it's a new process that we are developing with companies like BASF and other companies in a European project. These are all the materials that we have developed up to date. We cover 100% of the thermal envelope. We can insulate roof, floor, and walls. Also, we can make windows out of this material. All these products have been developed in 10 European projects we are participating. So we are extremely innovative company. Having 10 European projects is like having 10 champions, more or less. Okay, these two products that are highlighted in green, which are the frames and the sprayable foam, are the products that we are developing in this project that I want to talk today because it's the project that pays this travel to me, and also what I need to communicate today. So Bio 40BB is a European project, it's a consortium, where our role is to develop
bio-based formulations for bio-based frame and bio-based sprayable foam, but also with the particularity to incorporate the circularity in this process. So, for example, what you see here is a crushing machine where we put our frames and we get a powder out of it. With this powder, we can reintroduce in the process to make, again, polyurethane. Not in 100%, but at least it allows us to reduce 100% of a solid waste that we produce at our factory. Imagine, we have a 10% of small pieces of polyurethane that we cannot process, so we can reintroduce them through mechanical recycling in-house without the need to send the material anywhere to be processed. This is a demo building that we are going to implement. We have already developed the product, you see the window, and also the panel, but the foam is inside. Okay? We have sprayed the foam, and then a metal cover has been installed over the foam. So this is a demo that it will be installed in France. I don't remember the city, but it's in France. Okay? And 3 demo more. This is the one that is more advanced. These are all the European projects we are participating. All of them are active. Some of them finished this year. And this week we have requested 5 more. What I want to say with that, there are a lot of companies, a lot of consortiums that want us to participate in these kind of projects. Because what we do is really disruptive. Most of the innovation in construction materials are just adding materials to other materials. This has been the innovation for so many times in the construction market. What we are proposing is just one single material. You can cover a lot of different applications. So when it comes to the demolition of the building, what you can do is to separate that material through flotation, and then you can recover again and reuse the material in a second product. Finally, what we are looking for is for architects, material developers, construction companies that help us to develop new products and integrate our products in their systems. Nowadays, the construction is going to a prefabricated system, so our products can be integrated in these prefabricated systems. The second thing we need is obviously funding. We are receiving more than 4 million of European grants. That's a lot of money. But these grants does not allow to go to the market. Just allow to make a product, to certify the product, but industrialization is key for this. So there are no grants for industrialization. It's a pity. Maybe the European Commission has to think about it. But we are depending on investors, on corporates that can help us to do this. And the third one, obviously, we need customers. Customers to sell these products, okay? So this is more or less what we are looking for. But there is something even more important than this. All the products that we are developing, most of them are processed in the European Union, in Europe, but the original raw materials, most of them come from Asia. So if we don't start to produce these basic raw materials here, the circular economy doesn't work. I can make a fully bio-based product, but if I have to transport them from Asia, the carbon footprint will be really low. So finally, if we want to foster this circular economy, this bio-based economy, we have to start producing these raw materials here. Otherwise, there is no circular economy in Europe. Finally, I want to invite you to come to our stand. We have samples, real-size samples of the material that we have developed, so you can touch and feel how does it look, the bio-based polyurethane, if you don't know about it, okay? So thank you so much, and I hope you receive it in my booth, okay? Any question? Maybe I have, yeah, okay, perfect. Thank you. Gosh, thank you for your talk.
What would you say was the biggest challenge when you were starting up? And when was that exactly? How many years ago? A bit lower. How many years ago did you start the business? And what would you say was the biggest challenge as you were starting up, aside from the funding? Yeah, I created the first company, that is the Indres Excel, which is the Spanish company, in October of 2017. It's almost 8 years ago. By that time, after COVID, everything changed, and now everybody wants to be more sustainable and everything. But in 2017, the first bio-based isocyanates was 4 years before. I didn't know, so that's a good point for you. At that point, there were very few raw materials for polyurethane bio-based. And I started with this vision, and I said, okay, in the future, it will be a lot of more. Now, last year, I was in a fair in Maastricht, UTEC, and I saw all the people talking about bio-based, all the large companies talking about bio-based. As an intention, they have no commercial products. You cannot find formulations of biopolyurethane in the market right now. But for sure, it will be in the future. We are doing, they can do it. But now they are starting to do that. But answering to your question is, the most difficult thing was to get the first funding. And now what I feel is to industrialization is the second bottleneck. It's far away from the beginning, but the most difficult thing, it took for us almost 2 years and a half to get 50K. 50K is not a big amount, but we have to suffer a lot to get this first 50K. Maybe another question. I'm not sure to understand what bring as a feature the bio-based aspect to polyurethane. Do you bring a new performance thanks bio-based sourcing, or? The bio-base in the polyurethane changed nothing. Okay. Yeah, that's a good thing. In fact, we have developed, for example, in the case of the sandwich panel, which is a material that is, we perform the formulation, we send to the manufacturer because we don't have a line for manufacture sandwich panel. And after the first trials, we realized that our product behaved even more than the fossil base. But it was not because it was bio-based, because in the process, the structure is more on the processing rather than on the material. The good thing is that nothing changes if it's bio-based or not in the polyurethane. I don't know in other plastics if the bio-based performance lower, but in the polyurethane it's exactly the same. Okay, thanks. Yeah. Hi, sorry. I don't know if I did not hear it, and you just said it. What kind of biomaterial do you use to produce the foam? Yeah, sorry. Maybe I didn't mention. I don't know what I did. Yeah, it was written, but I didn't mention. The main raw materials that we are using are natural oils, vegetable natural oils. Those vegetable natural oils are mostly coming from the cosmetic industry. Yeah, we don't use olive oil. it's a crime for a Spanish. It's very high quality oil. But castor oil, rapeseed oil, there are a lot of different oils, and it doesn't matter what oil is it. They can be transformed into polyols for the bio-based polyurethane. Glycerol is a part of oils. This can be added as one of the components. Fatty acids come from the oils. For example, castor oil as it is, you can put it without any kind of modification, so 100% of this material goes directly to the polyurethane. Not all of the oils, but the castor oil, for example, has this property. It may be maybe 10 different oils, and from these 10 different oils, you can get different components. So you have like a platform of materials just from oils. But I said oils, but lignin, sugars, starch, even proteins, CO2 fixation. There are some other raw materials that can be used for polyurethane. So polyurethane is the most versatile material in terms of application, is the most insulating material in terms of performance, but it's the material that has the wider raw materials availability because of the number of sources that can be done. And one of the important things of polyurethane is that why we selected oils, because they have wider scope,
wider alternatives, and they are produced at large scale. If we want to make impact, you have to make something that even if it's not 100% bio-based, you can make a lot of impact in terms of volume. Thank you for your answer. I also wanted to know about the end of life of the material. If it can be like recycled. I know that you mentioned the recycling, yes. It's not biodegradable as far as I understand from what you said. No. Yeah, okay. And for the oils, depending on the type of oil, it should be refined. Like, should it be refined for you to be able to do anything with it for the oil? For example, if it's a cooking oil, yes, it could be a source. In fact, we have our last European project that will start in some months. It goes on that direction. We will transform with a The cooking oil that was used for frying, because that's a big issue. Instead with, of making biodiesel and burn it, we will use it as a circular Okay, product. that's perfect. That's what I wanted to ask. Thank you. In fact, we are looking for organizations that can provide it. I don't know if you know one. Merci. Donc, je vais inviter Unimos Alliance à nous rejoindre. Et donc, Unimos Alliance va nous présenter leur projet de valorisation des plumes de volaille en matériaux innovants pour des applications agricoles. Donc voilà, on parlait de diversifier les sources de biomasse. Et donc là, voilà, on a un bel exemple. La plume de volaille. This one, yes? Okay, hello everyone. My name is Katarzyna Kowalska. I am president of Unimos Alliance and also partner of Unlock Project, which is a project that is aimed at unlocking a new feather bioeconomy for keratin-based agricultural products. So this is part of our roadshows that we are right now performing in 3 countries, and France is one of them. And it's a pleasure that we have the opportunity here to showcase the developments that we have been doing for the last 4 years. So very briefly, my presentation will be divided into a very quick presentation of the project, its consortium, also the challenges and opportunities that we have faced, and solutions that the Unlock project has developed, also with some examples that we already have. General objective of this project is very in line with the EU bioeconomy strategy, because we propose to valorize feather waste stream and design totally new economically and environmentally sustainable value chains that are led by the primary sector, and this will generate innovative bio-based functional products for agricultural applications. So basically, we are using the streams of feathers just to transform them into new added value products. This project has been implemented by European consortium that is covering the whole value chain, from feedstock and supply chain analysis to equipment, processes, and product fabrication, and also sustainability assessment. So it's been a very holistic, very complex, and very interconnected process that we have been working with partners from different countries. It is led by CDTEC from Spain, and we have partners from France, from Spain, from Sweden, from Poland, from Belgium, where each of the partners is responsible for other treatment technologies or creating new products. It's been a project of 4 years duration. Right now we are finishing our activities with
that we have been implementing in 7 countries. And basically the solutions that we have been working on are related to solutions that are facing all the challenges that are related to boosting feather-based economy and also treating feathers that are very rich in keratin and how to make them work. So here you can see on this picture as what was basically this is the main approach that we have developed. So we took feathers as a material because they have nearly 90% of keratin, which is a very valuable protein, and it has been converted and treated with 3 different technologies, which are microbial fermentation, steam explosion, and mechanical grinding. Of course, those feathers are already treated, so they are sanitized, they are hygienized, and then the idea was to create 4 new end products that have applications in agriculture. So those products are keratin pebbles, biodegradable foams, mulch films, seed trays, and non-woven geotextiles. In this project, so here you can see all the prototypes that we have also bring here, and I also invite you to visit our stand where we can showcase you more in detail each of the solutions that we have been working on. And mostly, what is the challenges that we were facing are, as already mentioned in the presentation before, the need to replace fossil-based products, also in agriculture, also to try to find different ways of using the materials that we already have, and not to generate so many microplastics. And the idea of using those feathers, it's because of the proteins, because of the value that can be added, and mostly related to soil enrichment, as those products can release organic nitrogen to the soil and have this desired fertilizing effect, as well as we can work on very tailor-made biodegradation, as just to adjust the keratins and the product to the crop's durations, as well as geographic activities. So in the Unlock, we have been working on designing new smart regional value chains. So it was the challenge mostly here was related to separating collection, storage, and transport of feathers, because this is still a challenge to be held. So we have performed a lot of technical, economic, and financial feasibility tests. And also we thought on how to optimize the logistics, transportations, and all the processes that are needed to be implemented in this process. Then our partners were also working on different treatment in 4 treatments. So basically it was steam explosion, mechanical grinding, microbial fermentation, also chemical hydrolysis. And with the idea, the challenge was to how to affect of treatment conditions of the final properties of keratin-based products needs that could be further investigated. And those treatment technologies were applied in those products that we have here. So basically how to replace these fossil-based products like plastics that we have right now into sustainable keratin-based end products with tailored biodegradability properties at the end of life. The idea was also here to close nutrient and carbon cycles and make it very, very tailor-made. And also to study economic, social, and environmental feasibility in terms of life cycle assessment, social life cycle assessment, and life cycle costing. So we can also see if it is confirmed in real life. Maybe I will take some water. At Unimos, we are working on clustering. So basically, this is the part that Unimos is right now responsible for. So with those new products, we are searching for different applications that those end products can have. And we are kicking off feather-based bioeconomy clusters in Poland, Spain, and France, just to support the post-project replicability and uptake. So we have, as environmental impact mitigation, so we have been supporting
managing natural resources sustainably, also reducing dependence on new renewable resources, protecting life on land, and reaching climate neutrality in the EU by 2015. So here you can see some examples of the activities. So basically, we work very on the ground. We talk with farmers, we talk with researchers, we talk with science, with industry leaders, how to really put those new products into practice and into market, and also foster social awareness and economic awareness of the possibilities. We will be very happy to meet you at our stand here at Bio conference, and we are also planning to participate in 2 weeks in SIA Pro in Paris, also showcasing those solutions. So we have a lot of activities coming, upcoming, also in Poland and in Spain. And if you are interested in those solutions, we will be more than happy to meet you and to talk more in detail. Thank you. So just maybe to showcase how those feathers are that look in practice. So here we have Go and textiles with feathers. Then we also have seed trays that are also containing keratin. We have small foams that can be used for agriculture. Here, especially vertical farming. And we are working on mulch films that can be used in agriculture. So 4 different products, 3 different treatment technologies, and 14 European partners working on this bio-innovations. Yes. Yeah, any questions? Hi, thank you for your presentation. It was very interesting. My question is because I have heard about a startup that uses human hair to reduce oil spill on water. Basically, when oil transporting tankers, if they have like an issue, it forms a film. I just wonder if chicken feather and the material that you use, if it absorbs oil as well, and do you imagine using it for similar purposes? Indeed, this is one of the applications. Actually, it's been for this geotextiles. So it's one of the paths that we are exploring to put in practice because it has very good properties. It can be, displayed on those natural disasters, and we could also use it for this. So I also wonder for maybe gas and air filtering properties, because if there are basically particles of oil suspended or oily materials, it might filter it pretty well. I don't know if you're testing it, but just first thing that came to my mind. We have not tested it, but it's very valuable feedback for our partners on just about the exploitation and future paths. So thank you very much for proposing this. Thanks. I have a question. I found that very smart. You address this problem of plastic in agriculture, and you create in same time a slow release of fertilizer. So, and do you have already tested that the nitrogen you bring to the crop through biodegradability? Actually, it was in Spain. So, for instance, our Spanish partner has been testing those seed trays. And checking the biodegradability. So basically it is performing very well as for instance, those mulch films. I think it's not been tested yet, but for instance, for strawberry, and also because it could save time for farmers, instead of taking this out, it could be absorbed into the soil, and it would enrich the soil in nutrients. And maybe one more question, because feathers is, I don't know how it is in Europe, but I think in France it's already valorized in feed industry, or more and more they are valorizing that after hydrolysis as a biostimulant, and there is any competition for the use? Yes, okay. Indeed, because we depend on the supply of feathers. And it is being supplied by the slaughterhouse. So basically, the slaughterhouse have those options, all to use it for animal feed,
or to use in other way. So basically, it can be used in both ways. So it's basically the importance of costs and benefits that it will make the decision of this organization. Thank you. Pas d'autres questions, donc on va passer à la présentation de Dionymer. J'invite à nous rejoindre. Donc Dionymer, qui est une société qui produit des polymères biosourcés à partir de biodéchets. Il va nous expliquer tout ça. Dionymer. Bonjour à tous. Alors j'attends que ça s'affiche. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Thomas Henbel, je suis président et cofondateur de la société Dionymer, qui est une société basée à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. On produit en l'occurrence des matériaux polymères à partir de déchets organiques. Donc ça fait 3 ans qu'on existe. Donc les matériaux polymères, hein, c'est tout ce qui constitue nos plastiques, nos polyesters, les fibres textiles, nos résines, un certain nombre d'additifs dans la pharma ou dans la cosmétique, on en trouve partout. Et aujourd'hui, c'est 99% issu de la pétrochimie. Et donc on a décidé d'avoir une autre approche à Dionymer et on a développé une technologie, une solution qui nous permet de transformer des déchets alimentaires en matériaux polymères biodégradables qu'on appelle des PHA. Alors PHA, ça veut dire polyhydroxyalcanoate, je vous passe le nom, qui sont en réalité des polymères naturels. On n'a rien inventé, on s'inspire de ce qui se fait dans la nature, de certaines bactéries qui sont capables d'accumuler dans leur organisme des matériaux polymères. Donc c'est les points blancs qu'on voit sur cette image. Ce sont des granules de matériaux polymères à l'intérieur des bactéries. Et donc on a répliqué cette technologie en imitant ces bactéries. Et la nourriture qu'on donne à ces bactéries, ce sont des biodéchets. Et donc en l'occurrence, on a un procédé en différentes étapes qui nous permet de prendre des biodéchets, de les dégrader. Donc c'est une hydrolyse enzymatique pour ceux à qui ça parle, mais donc on dégrade les déchets, on récupère des nutriments de ces déchets, en l'occurrence des sucres, des acides, et on donne ces nutriments dans un fermenteur. On a une fermentation bactérienne, un procédé de fermentation bactérienne dans lequel des bactéries se nourrissent de ces nutriments issus des déchets et les transforment en matériaux polymères, donc en bioplastique. Et donc elles les accumulent au sein de leur organisme, un petit peu comme on stocke de la graisse. Et nous, à la fin, on extrait ces polymères, on obtient une poudre blanche. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Vraiment une poudre blanche qui ressemble à de la farine. Et donc ces matériaux polymères peuvent aller dans un certain nombre d'applications que je vais développer. On a 4 brevets aujourd'hui sur ce procédé, avec d'autres à venir. Et en l'occurrence, de ces biodéchets qu'on utilise, nous, on récupère juste quelques nutriments, sucre, etc. Et tout le reste, c'est-à-dire la soupe de déchets qui a été digérée, continue sa voie classique en méthanisation. C'est-à-dire qu'on ne perturbe pas une voie, on ne perturbe pas la chaîne de valeur des biodéchets, on extrait juste un peu de valeur ajoutée de ces biodéchets et il continue en méthanisation. Et donc on extrait juste un peu plus de valeur ajoutée des biodéchets que ce qui est aujourd'hui réalisé sur ce gisement. Et donc on produit des PHA. Donc des PHA, c'est un matériau, c'est un polymère, un biopolymère qui est connu du marché, hein, qui est connu de l'industrie. C'est un polymère qui a des applications nombreuses puisqu'il a des propriétés qui sont très similaires aux polymères traditionnels. Par exemple, le polypropylène, qui est un polymère conventionnel, on a des propriétés mécaniques qui sont très proches. Et donc on peut l'utiliser dans différentes applications, aussi bien sous forme de poudre directement dans des applications cosmétiques. Donc typiquement pour remplacer des polymères qui sont utilisés comme additifs cosmétiques, des polyacrylates ou des nylons qui servent en fait à donner des aspects texturants, à faire en sorte que ça fasse un beau film sur la peau, etc. Ce genre de choses. Ou aujourd'hui, ce sont des polymères pétrochimiques qui sont utilisés. Ça génère des microplastiques et donc les industriels de la cosmétique cherchent des alternatives à la fois naturelles et biodégradables à ce type de polymère. Donc on peut aller dans la cosmétique, on peut aller dans l'impression 3D en fondant cette poudre pour faire des filaments d'impression 3D. On peut aller dans tout ce qui est plasturgie, alors à la fois rigide et flexible. Cette poudre que j'ai montrée, on peut en faire des granulés, hein, des pellets, qui sont la matière première de l'industrie de la plasturgie. Ces pellets, on peut en faire ensuite des films flexibles, par exemple des films agricoles. On peut en faire des plastiques rigides, donc du packaging, entre autres. On peut le filer pour faire, c'est un polyester, donc on peut faire des fibres textiles à terme. Et on est en train d'explorer aujourd'hui aussi des applications dans les revêtements.
typiquement les revêtements de papier ou de carton, pour faire des barrières à l'eau. Aujourd'hui, on utilise des plastiques traditionnels qui ne sont pas biodégradables, et donc on a ce type de sujet avec des PHA. Voilà, donc c'est un vaste champ d'application. Aujourd'hui, on est principalement sur la cosmétique et la plasturgie, qui sont les deux gros secteurs qui nous sollicitent aujourd'hui sur le matériau. On a un procédé qui est de la chimie du vivant. Donc tout se fait à température ambiante, quasi ambiante, à pression ambiante. On n'utilise aucun solvant pour extraire nos matériaux. Et donc en fait, on a un procédé qui, de façon générale, a un impact environnemental extrêmement faible. Par rapport à des nylons ou des polyacrylates que j'ai évoqués précédemment, qui sont les polymères utilisés dans la cosmétique, on économise jusqu'à 8 tonnes de CO2 sur chaque tonne de polymère qui est produit. Et par rapport à des polypropylènes ou polyéthylènes, qui sont les polymères conventionnels de base, on peut économiser entre 1 à 2 tonnes de CO2 par tonne de polymère produit. Voilà. Et au-delà de l'impact environnemental en tant que tel, il y a l'impact sur les microplastiques, puisque nos polymères sont biodégradables, ne génèrent aucun résidu microplastique, et donc c'est un impact sur la fin de vie qui est non négligeable. Voilà. Et donc on a une double proposition de valeur à Dionymère pour deux aspects. Pour les utilisateurs de polymères, bien sûr, à qui on offre une alternative issue de l'économie circulaire avec un impact carbone bien moindre pour ces acteurs-là. Et pour les compagnies qui sont productrices de biodéchets ou utilisatrices, en tout cas qui font de la gestion de biodéchets, par exemple des usines de méthanisation, on a un modèle technico-économique où nous on récupère leur soupe, on achète leur soupe pour produire leur soupe de déconditionnement, donc c'est les biodéchets qui ont été broyés, pour les mettre dans nos cuves, et on leur redonne, nous on extrait juste quelques nutriments et on leur redonne tout le reste. Ils font autant de biogaz qu'avant, mais en même temps nous on leur a payé une partie de leur soupe, donc on a un revenu additionnel pour les méthaniseurs. Pour nous, ça sécurise les gisements, on a des investissements en moins puisqu'on se place sur des sites qui ont déjà des mixeurs de biodéchets, qui ont déjà des broyeurs, etc. Donc on a un modèle économique gagnant-gagnant avec des sociétés de méthanisation par exemple, et une proposition de valeur pour les utilisateurs de polymères, évidemment. Donc c'est double, et il y a même certains clients à qui on résout les deux problèmes d'un coup, c'est-à-dire qu'il y a des industriels qui ont à la fois des volumes importants de biodéchets et qui ont besoin d'utiliser des polymères, par exemple des industriels de l'agroalimentaire qui ont à la fois des besoins de packaging et à la fois des biodéchets de façon importante sur les bras. Et donc là, on a bouclé la boucle directement chez eux. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a une approche du marché aujourd'hui qui est en 3 phases. D'abord, des polymères où la biodégradabilité est absolument nécessaire, par exemple les additifs cosmétiques, de l'encapsulation d'engrais ou de principes actifs, des revêtements de papier en ce moment et qu'on entame. Ensuite, une partie sur les films agricoles qu'on est en train de développer sur des mix de polymères pour de la plasturgie. C'est un thermoplastique, notre matériau, on peut très bien le mélanger avec d'autres polymères. L'impression 3D. Et ensuite, là où la biodégradabilité n'est pas forcément l'aspect principal, mais là où on cherche des polymères à très faible empreinte, sur du plastique rigide plus traditionnel, durable pour différentes applications. Voilà. Ou des fibres textiles qui a un marché avec un volume important. Et donc évidemment, de maintenant à plus tard, l'enjeu pour nous, c'est aujourd'hui d'être sur des choses à forte valeur ajoutée, puisqu'on est encore sur des volumes qui sont relativement faibles, et petit à petit tendre vers des choses à beaucoup plus forte valeur ajoutée, à beaucoup plus faible valeur ajoutée, pardon, mais avec des volumes beaucoup plus importants. Et donc juste pour vous parler volume, et où on en est aujourd'hui, donc on est une start-up qui a 3 ans maintenant. On a fait la preuve de concept de notre technologie au laboratoire, où on prenait quelques grammes de déchets, on produisait quelques grammes de polymères. On s'est passé ensuite à 1 kg par mois. Aujourd'hui, on a un pilote, et on a fait une levée de fonds de 2,5 millions l'année dernière qui nous a permis d'installer un pilote pré-industriel cette année, donc qui sera opérationnel le mois prochain. On est en train d'installer toutes les machines, et donc là on produira 100 kg par mois, donc on fait x100 là ce mois-ci. Et donc on est vraiment sur la première marche de l'industrialisation, avec un objectif de produire 1000 tonnes par an d'ici 5 ans, en 2030. Donc aujourd'hui on a 1 tonne par an, on passera à 1000 tonnes par an d'ici 2030, avec 2 étapes d'industrialisation qui viennent, 2 étapes de scale-up sur cette technologie. Voilà. Et donc aujourd'hui on est là parce qu'à la fois on est biomatériaux, mais aussi comme je disais, il y a un potentiel de coupler méthanisation et production de bioplastique qui est vraiment intéressant. On peut extraire plus de valeur ajoutée des biodéchets que ce qu'on fait aujourd'hui, avant de l'envoyer en méthanisation pour une valorisation ultime. Et donc on essaye de construire ces modèles économiques. On a déjà on travaille avec des sociétés de méthanisation sur lesquelles on est en train de construire des modèles économiques gagnant-gagnant, comme je disais tout à l'heure, qui sont intéressants. Voilà.
Et donc, on est une équipe aujourd'hui de 13 personnes. On est 3 fondateurs qui sommes ingénieurs polyméristes à l'origine. On s'est entouré évidemment de biologistes parce qu'en fait, on fait des polymères avec des bactéries et on fait plus de la chimie. Donc, on avait besoin de biologistes dans l'équipe. Et voilà, on est 13. On est en train d'installer ce pilote et on est prêt à aller aux échelles supplémentaires dans les années qui viennent. Voilà pour ma part. Évidemment, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Any question? Merci beaucoup. C'est quoi la relation entre la quantité de biomasse que tu as besoin et la quantité de polymère que tu peux extraire? On a besoin d'à peu près 30 kg de biodéchets pour 1 kg de polymère. De biodéchets bruts. Donc quand on dit brut, enfin entre 30 et 40 kg. Donc de biodéchets bruts, sachant que les biodéchets c'est 75% d'eau. Donc quand on parle en matière sèche pure, c'est 10 kg, 1 kg. Mais les déchets étant principalement de l'eau, ça fait à peu près entre 30 et 40 kg à 1 kg. Et est-ce que vous avez une préférence sur la biomasse ou les biodéchets? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus cellulose peut-être que c'est... Ouais, on a une préférence. Donc aujourd'hui, on travaille sur des déchets municipaux, des déchets ménagers. Donc on a des partenariats avec des collecteurs à Bordeaux et des méthaniseurs municipaux. Ça, c'est des déchets qui nous intéressent. En fait, ce qui nous intéresse, on extrait des sucres, entre autres, de ces déchets. Donc ce qui nous intéresse, c'est des déchets qui sont, si possible, chargés en amidon, par exemple. Donc si on avait des déchets avec plein de patates, par exemple, ça c'est bonus, c'est tout bénef pour nous. Mais de façon générale, voilà, ce qu'il nous faut, et c'est pour ça qu'on prend les soupes des méthaniseurs, parce que les soupes des méthaniseurs, c'est généralement toujours 20% de matière sèche. C'est toujours le même taux d'amidon de façon générale, entre 15 et 20%. Et donc ça nous intéresse. On a des biodéchets qui sont très lignocellulosiques, c'est beaucoup plus dur ensuite d'aller chercher les sucres. Donc si possible, pas trop cellulosiques, mais les déchets municipaux, c'est très bien. Par exemple. Ouais. Merci. Je sais pas si c'est Ah, bon. C'est très désagréable de s'entendre. Juste une question, mais je ne sais pas si elle est pertinente. Pourquoi que la méthanisation et pas le compostage? Parce que c'est plus compliqué d'un point de vue process de s'associer à une plateforme de compostage. Non, en soi, ça pourrait le faire aussi. Je dis méthanisation parce qu'en fait, aujourd'hui, on travaille avec des sites qui ont des déconditionneurs. Donc, il pourrait y avoir des plateformes de compostage qui ont des déconditionneurs. Mais du coup, nous, on se met juste après le déconditionneur. Comme ça, on a des déchets, des soupes, et on se met au milieu du tuyau qui va vers la cuve de méthanisation, on dévie ça dans notre cuve et on le remet dedans. Et voilà. Parce qu'il y a des biodéchets municipaux qui arrivent sur les plateformes de compostage maintenant. C'est pour Aussi. ça que Ouais. je pose la question. Non, mais tout à fait. Ça pourrait être tout le cas. Il nous faut juste des sites qui ont suffisamment de volume, qui ont plusieurs milliers de tonnes de biodéchets pour pouvoir alimenter d'un point de vue industriel notre future usine. Est-ce que lors de votre première extraction de la matière, est-ce que vous rajoutez de l'eau? De l'eau? Oui, Non, on rajoute pas d'eau. d'accord. Donc en fait, la matière, elle reste entre guillemets en état d'humidité comme elle était quand elle était arrivée. tout à Ok, fait. super. Merci. Est-ce qu'il y a des autres compagnies qui sont en train de faire ça? C'est quoi le panorama compétitif? Il y a d'autres compagnies, il y a d'autres entreprises qui sont en train de faire des PHA, ce type de matériaux polymères. De façon générale, quand on regarde le marché des bioplastiques, il y a deux grands polymères qui sont en train de prendre l'ascendant sur le marché, c'est les PLA et les PHA. Et donc il y a d'autres acteurs sur les PHA. Aujourd'hui, la quasi-totalité des acteurs sont soit asiatiques, soit nord-américains. Avec une particularité, en tout cas aujourd'hui, tous ceux qui font des PHA le font à partir d'intrants de première génération. C'est-à-dire, ils le font à partir de cultures alimentaires, donc de maïs, de sucre de canne, de blé, voire d'huile de palme. Et donc, on se différencie de ces acteurs-là, nous, en étant le seul Européen à faire des PHA aujourd'hui, et surtout de le faire de seconde génération. C'est-à-dire qu'on utilise des déchets pour le faire. Et donc, typiquement, on vient de réaliser une ACV, c'est pour ça que je vous parlais de l'impact environnemental du produit. Par rapport à
si on utilisait du glucose comme le font nos concurrents, des sirops de glucose ou de maïs, on a un impact environnemental qui est quand même bien moindre. On n'utilise pas de terre arable de façon générale. Et c'était l'ambition de Bionimer, hein, c'est pour ça qu'on l'a créé, c'est pour se mettre dans une logique d'économie circulaire complète. Donc voilà. Mais il existe d'autres producteurs de PHA dans le monde aussi. Et sachant que les PHA, c'est une famille de polymères. Donc les PHA, c'est pas un polymère, il y en a plusieurs différents. Et donc chaque polymère a sa particularité. Il y en a certains qui sont un peu plus flexibles, d'autres qui sont transparents, d'autres qui sont opaques par la structure du matériau. Et donc aujourd'hui, il y a un seul concurrent qui fait exactement le même que nous, qui est chinois, et du coup qui le fait à partir de glucose. Voilà. Si Thomas, j'ai une petite remarque, c'est que dans la session précédente, on essayait de déterminer les facteurs clés de succès pour une start-up, et là on voit que Bionimer coche les cases qu'on avait définies. Un intrant peu cher, un marché plutôt de spécialité, avec une fonction, une valeur ajoutée bien identifiée et des développements applicatifs. Là, la proposition de valeur, elle est très claire, c'est éviter une pollution microplastique avec de la biodégradabilité. Donc il y avait l'applicatif, et le dernier, c'était le soutien d'un grand groupe. C'est qu'à un moment, il fallait quand même, pour faire du développement applicatif, aller sur les marchés. Puis il y a quand même beaucoup de marchés à adresser. Et donc ça, est-ce qu'un jour, une joint venture, une licence, est-ce que ça peut être un modèle de valorisation de la technologie qui est envisageable pour prendre le relais sur un marché voilà, qu'on disait assez conservateur au final, quoi. Oui, tout à fait, c'est sûr. Aujourd'hui, dans notre développement, on a donc là, on a une vingtaine de clients dans le secteur cosmétique notamment, qui sont en train de tester nos matériaux. Donc là, en tout cas, il y a une attractivité du marché sur la matière en elle-même, parce qu'on cherche des alternatives absolument pour se mettre dans les normes sur les microplastiques, etc. Donc il y a un attrait du marché pour ça. Donc sur la vente du produit, on est en discussion avec des grands groupes des biodéchets, et de façon générale les grands groupes français des biodéchets, de la méthanisation, qui ont un intérêt pour, entre guillemets, équilibrer le modèle économique de leurs méthaniseurs, et puis avoir des débouchés sur les biodéchets et sur la collecte qui arrive et qui est de plus en plus importante. Donc ça, on a des partenariats qui devraient se concrétiser, on l'espère dans l'année, voire l'année prochaine, avec eux. Et notre modèle économique à terme, c'est effectivement de construire une première unité de production qui produise 1000 tonnes par an de PHA, et ensuite de pouvoir répliquer ce modèle, puisqu'en fait, on peut répliquer ce modèle partout où il y a des biodéchets, c'est-à-dire partout dans le monde, de répliquer ce modèle au moyen de licences de la technologie. Et c'est pour ça qu'on a déjà 4 brevets, on a une stratégie de propriété intellectuelle qui va nous permettre de protéger tous les aspects de Bionimer pour pouvoir licencier la technologie à terme. Voilà, donc probablement que ça passera par des partenariats avec des joint ventures, avec certains groupes. Et on a déjà été approché par certains groupes des polymères de façon générale, donc soit des biopolymères, soit de la pétrochimie, parce que c'est un sujet qu'ils vont devoir prendre et qui prennent d'ores et déjà, qui le regardent avec intérêt, en effet. Merci. Allô. Oui, et la question, c'était par rapport au prix versus la production aux premières générations. Nous, on produit différents grades de polymères. Donc il y a des grades typiquement dédiés au secteur cosmétique, où en fait on a une poudre qui est très très fine, avec une forme ronde très très fine, qui nous permet de vendre ce polymère autour, disons entre 20 et 50 € le kilo, selon les grades dans ce type d'application. Parce qu'on va à une pureté importante, on va à une granulométrie très fine. Et ensuite, sur des applications à beaucoup plus gros volume, type textile, type plasturgie, etc., on va avoir des grades qui vont être en dessous de 10 € le kilo, ce qui correspond à ce qui se vend aujourd'hui par nos concurrents asiatiques, entre autres. Et comparé au plastique, j'ai entendu la question, c'était comparé au plastique traditionnel. Le plastique traditionnel, ça se vend. Alors ça dépend des applications, encore une fois, ça dépend des grades. Sur du plastique de base, vraiment de base, qu'on retrouve n'importe où, c'est autour de 2 € le kilo, je dirais. Sur des applications qui peuvent être un peu plus fines, ou sur par exemple où il y a de la biodégradabilité, sur des films agricoles, sur de l'impression 3D, sur des choses comme ça, là on se rapproche des 10 € le kilo, voire plus.
Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci pour les intervenants d'avoir présenté.